Salut tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons revenir en détail sur la pyramide de Meidum. Car grâce aux nouvelles technologies non invasives, les chercheurs ont pu mieux comprendre les étapes de construction et la structure interne de cet édifice. On abordera donc les différentes recherches, études et hypothèses émises sur le sujet, qui répondront peut-être à certaines questions que l'on peut se poser. Je vous donnerai aussi, comme d'habitude, mes sources dans la description. Bon allez, on perd pas de temps, c'est parti. À 50 km à vol d'oiseau au sud de Saqqara, située à l'entrée du Fayoum, se trouve la pyramide de Meidum. C'est la première grande pyramide construite par Snéfrou, le premier pharaon de la 4e dynastie de l'ancien empire égyptien. Sa forme actuelle évoque plutôt celle d'une tour. D'ailleurs, les habitants de la région la surnomment Ahram el-Kalab, la fausse pyramide. Son nom ancien est Djed Snéfrou, ce qui veut dire Snéfrou est stable. Chaque pyramide royale avait un nom qui lui était propre. Selon Vasile Dobrev, la pyramide de Meidum serait un temple dédié au dieu solaire Ré. Bref, vous avez sûrement déjà dû entendre ou lire quelque part que la pyramide de Meidum était la sépulture du roi Houni, voire même qu'il aurait débuté la construction qui aurait ensuite été terminée par Snéfrou. Mais cela paraît peu probable, car aucun pharaon n'a jamais terminé la sépulture de son prédécesseur. D'ailleurs, aucun artefact ni inscription portant le nom de Houni n'a été trouvé dans et aux abords du monument. Des prises de vue aériennes effectuées par un drone nous montrent les vestiges d'un mur d'enceinte rectangulaire, d'une longueur de 236 mètres dans le sens nord-sud et d'une largeur de 218 mètres dans le sens est-ouest. Ce mur est aujourd'hui recouvert sous les sables, mais il entourait autrefois l'édifice, ce qui démontre que la pyramide n'était pas isolée et faisait partie d'un ensemble architectural, administratif et économique très codifié. La cour fermée de la pyramide avait un sol en argile séchée. Sur le côté sud, il y avait une petite pyramide secondaire, ou pyramide satellite, dont les restes très endommagés ont été retrouvés par Flinders Petrie. C'est le plus ancien exemple de pyramide de culte, car évidemment, toutes les pyramides ne sont pas des tombeaux. En effet, il y avait aussi les pyramides provinciales, comme la pyramide de Sela, située dans la région du Fayoum, qui aurait été érigée par Snéfrou, car une des deux stèles retrouvées aux abords de cette dernière portait son cartouche, et sa construction serait antérieure aux 3 autres pyramides édifiées par ce roi. Les études récentes semblent confirmer que la construction de Meidum aurait débuté juste avant celle de la pyramide rhomboïdale de Dachour. Elle fut donc construite en 3 phases et devait être au départ une pyramide à degrés à 7 gradins. La première technique de construction est la même que pour la pyramide de Djoser, avec les pierres posées en lit déversé de 15 degrés environ. Apparemment, un premier changement eut lieu après quelques années, agrandissant la pyramide et la faisant alors passer de 7 à 8 gradins. C'est la deuxième phase. Mais Pharaon voulait obtenir une figure parfaite. Alors démarra, aux alentours du 15e recensement du bétail, une 3e transformation avec l'utilisation d'une deuxième technique visible au pied de la pyramide. Elle consiste à poser les pierres à l'horizontale. Une fois ajustées, elles étaient parfaitement assemblées. Celle-ci visait à remplir les énormes marches pour donner à la pyramide des faces lisses. Mais la pente était très raide, et les blocs de parement, posés sans liant, auraient fini par glisser, emportés par leur propre poids, et ou peut-être à la suite d'un séisme. On peut donc supposer qu'elle s'est écroulée pendant la dernière phase de la construction, quand les anciens bâtisseurs ont voulu donner à cette pyramide à degrés des faces lisses. Mais le projet a échoué. Par ailleurs, ils avaient déjà commencé à construire la pyramide rhomboïdale selon le même concept. On constate aussi que le parement correspondant à la phase 3 est plus érodé ou abîmé sur le bas de la pyramide que ceux en hauteur, car le climat de l'époque et les vents violents dans cette région ont sans doute joué un rôle. Les archéologues ont dégagé environ 3000 blocs de pierre. Ces derniers présentent différents états de taille. Certains brutent de carrière, comme s'ils venaient d'être extraits. D'autres sont bien taillés et semblent prêts à être mis en place. Les égyptologues ont retrouvé sur certaines pierres des marques de carrier. Ces graffitis ont été inscrits à l'ocre rouge par les équipes d'ouvriers chargés de la mise en œuvre.
D'ailleurs, de nombreuses dates de recensement du bétail, 14, 15, 16 et 17, attestant du règne de Snéfrou, ont été trouvées sur des blocs de première, deuxième et troisième phase, même si la régularité et la fréquence de ces recensements ne sont pas définies avec certitude. Les chercheurs ont aussi remarqué que ces inscriptions étaient très similaires à celles de la pyramide rhomboïdale, tellement similaires en fait que certains ont pu dire qu'elles ont été construites quasiment au même moment. La pyramide de Meidum est orientée sur les points cardinaux, sans doute pour des raisons symboliques et religieuses. Elle est construite principalement en calcaire local. À sa base, des traces d'un parement en calcaire de Toura nous montrent un contour d'environ 147 mètres de côté, ou de 180 coudées, avec un angle d'inclinaison de 51 degrés 50 minutes 35 secondes, soit une pente de 14 sur 11. Avec toutes les données recueillies, les chercheurs estiment la hauteur originelle de l'édifice à 93 mètres, ou 178 coudées, et aujourd'hui de 70 mètres. On peut donc estimer le volume total de la pyramide à un peu plus de 600 000 mètres cubes. Il est important de rappeler que lorsqu'on étudie les pyramides, même si elles sont toutes uniques, il ne faut surtout pas oublier de les comparer entre elles. On peut en effet trouver quelques similitudes, comme par exemple, selon Jean-Pierre Adam, l'architecte Emiounou aurait reproduit les dimensions de la pyramide de Meidum pour construire celle de Khéops, mais à une échelle plus grande. On appelle cela une homothétie. Des fouilles entreprises dans les années 80 sur le flanc est de la pyramide ont mis au jour une chaussée de plus de 220 mètres de long, ainsi que les vestiges d'une rampe en briques qui aurait servi, selon Jean-Philippe Lauer, à l'acheminement des blocs pour la construction. Il y avait aussi un petit temple funéraire où apparaissent sur les parois des inscriptions datant du Nouvel Empire, mentionnant le nom de Snéfrou, car dans l'Antiquité, les Égyptiens lui attribuaient cette pyramide. Il y avait aussi à cet endroit une table d'offrande et 2 stèles monolithes qui sont aujourd'hui recouvertes de graffitis. Mais quand elles ont été découvertes, elles étaient complètement vierges. En principe, on trouve le nom du roi gravé à cet endroit, ainsi que le nom des dieux. Mais là, il n'y a rien. La seule explication valable, c'est que la pyramide n'a jamais été achevée. Peut-être à cause d'un incident, comme expliqué juste avant. La pyramide de Meidum est donc considérée comme une transition entre la pyramide à degrés et la pyramide à face lisse. Gaston Maspero trouve à l'entrée principale qui se situe sur la face nord à 11 mètres au-dessus du sol. Mais l'essentiel du travail fut réalisé par Flinders Petrie, qui pénétra pour la première fois dans l'édifice en 1881. Une descendrie assez raide qui traverse la maçonnerie sur un peu plus de 50 mètres mène à un couloir horizontal dans lequel se trouvent 2 logettes, construites en calcaire de Toura, faisant office d'antichambre. On peut voir dans certaines vidéos un bloc de calcaire qui se situe dans la première logette et qui comporte une réparation, mais surtout ce qui semble être une veine de verre. Mais rien dans les études ne relate ce fait. Petrie, Maragioglio et Rinaldi, Stadelman, Dormion, Monnier, etc. D'après l'analyse d'une géomorphologue, il se pourrait que des solutions hydrothermales riches en silice peuvent circuler à travers des fissures dans le calcaire. En refroidissant, ces solutions peuvent précipiter des minéraux et former une sorte de veine de verre. Dans certains environnements, des réactions chimiques peuvent provoquer la formation de silice, qui, en se solidifiant, peut créer une veine vitreuse. Il est a priori plus probable qu'il s'agisse de calcite. Les veines de calcite sont très fréquentes dans tous les calcaires. Il s'agit d'une cristallisation secondaire de carbonate de calcium en solution, qui va donc cristalliser sous forme de calcite dans toutes les diaclases et microfailles de la roche. La calcite peut aussi être de plusieurs couleurs, blanc, jaune, bleu, vert et rouge. Donc avant de parler d'eau oparte, la première chose à faire serait de vérifier s'il s'agit vraiment d'une veine de verre, ou de carbonate, réagissant à l'acide chlorhydrique, ou d'un verre siliceux, ou bien encore si cela n'est pas dû à une restauration récente effectuée en 2014. En gros, assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Bref, au bout de ce couloir bas de plafond, un puits vertical par lequel on monte pour accéder à la supposée chambre funéraire, qui semble grossièrement finie, comme inachevée. Ses dimensions sont de 2,60 m de large sur 5,90 m de long,
et 5,05 m de hauteur environ, avec des parois directement en encorbellement. Ce système d'encorbellement représente néanmoins une première architecturale à l'intérieur d'un monument funéraire. Il a pour but de protéger la chambre du poids et de la pression. Aucun sarcophage n'a été retrouvé dans la pyramide et aucun pharaon ne semble lié à cette dernière, à part Snéfrou. On constate, et il est très important de le mentionner, que les chambres au cœur de la pyramide sont situées dans la maçonnerie, contrairement aux premières pyramides comme celle de Djoser, avec ses pièces souterraines creusées dans la roche naturelle de calcaire. Ce type d'innovation est une première évolution dans les monuments funéraires de l'Ancien Empire. La seconde étant les faces lisses. En 2000, les travaux des architectes Gilles Dormion et Jean-Yves Verdert ont permis de mettre au jour, à l'aide d'un endoscope, de nouvelles pièces dans la pyramide. Il s'agit d'un passage découvert en haut du puits d'accès à la chambre funéraire inachevée. Ce court passage est suivi de 2 chambres de décharge, avec voûte en encorbellement, comme pour la chambre funéraire, mais d'une facture soignée. Il n'y a d'ailleurs aucune communication entre ce passage et la dite chambre. La seconde découverte fut celle d'un couloir remontant dans le massif de manière parallèle à la descendrie que l'on emprunte en entrant dans la pyramide. Ce dernier est cependant obstrué après un cheminement assez long. Cette découverte a permis de réinterroger le plan d'ensemble de la pyramide de Meidoum. Ces espaces nouvellement mis au jour sont d'une ampleur presque égale au dispositif initialement connu. En 2011, Pierre Talley fait une découverte exceptionnelle située au Wadi El Jarf, où il trouve les vestiges d'un port artificiel, servant sans doute pour le commerce, mais surtout pour acheminer les matières premières pour la construction de la pyramide de Meidoum. Des objets portant le nom de Snéfrou ont aussi été retrouvés à cet endroit, ce qui confirme bien l'appartenance de ce port au règne de ce pharaon. Pour finir, la pyramide de Meidoum a bien évidemment été datée au radiocarbone. 7 échantillons de bois ont été prélevés provenant des poutres en cèdre du Liban qui ne peuvent être postérieures à la construction. Et les résultats nous donnent un âge compris entre 4050 et 4807 ans. Et bien voilà pour cette vidéo sur la pyramide de Meidoum. Merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié et de me laisser un commentaire. Ça aide beaucoup pour le référencement. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.